Bonjour et bienvenue à cette présentation de la Société québécoise des manufacturiers d'habitation qui fait un survol des techniques de préfabrication dans la construction de maisons unifamiliales. Premièrement, débutons avec un historique de la préfabrication. Contrairement à la pensée populaire croyant que les maisons usinées sont un phénomène récent, les maisons usinées ont débuté au début des années 1900 avec la compagnie Sears-Roebuck qui vendait par catalogue des maisons à assembler sur le chantier. Les gens pouvaient recevoir jusqu'à 90 000 pièces précoupées dans un wagon postal et ils devaient faire le chantier eux-mêmes. Ils ont vendu plusieurs milliers de maisons de la sorte. Par la suite, après la guerre, beaucoup de jeunes qui avaient quitté leur résidence familiale, la maison de leurs parents, pour aller à la guerre, revenaient et n'avaient pas l'intention de s'installer à nouveau avec leur famille. Ils voulaient fonder leur propre famille. Donc, il y a eu un très gros besoin au niveau de la main-d'œuvre, mais aussi au niveau des bâtiments. Donc, il y a de plus en plus d'industrialisation qui s'est faite. Dans le Midwest, on a vu aussi des étapes de préfabrication et de fabrication en usine, d'automatisation et d'industrialisation. Donc, on a vu des bâtiments avec des sections préfabriquées qui étaient de plus en plus utilisées. Donc, on n'avait plus les 90 000 pièces individuelles du catalogue Sears-Roebuck, mais on avait déjà des sous-composantes préassemblées. Par la suite, vint la période Peace and Love où il y avait de plus en plus des familles très grandes, un baby boom aussi, qui a amené des besoins de plus en plus urgents pour l'habitation. Et c'est ce qu'on a vu de plus en plus, voir des sections de maisons préfabriquées, comme on a un bel exemple ici d'une corvée familiale, où plusieurs sections de maisons étaient préfabriquées et livrées sur le chantier. Par la suite, la production de masse est arrivée. C'est probablement la période qui a fait le plus mal et l'image qui traîne encore aujourd'hui à l'industrie de la préfabrication usinée, où qui a l'image de dire c'est toutes des maisons toutes pareilles et de faible qualité. Il y a eu de la production de masse qui a eu lieu dans les années 70 et 80 pour amener énormément de maisons toutes identiques, donc des quartiers complet avec toutes des maisons identiques et qui étaient préfabriquées en modulaire la plupart du temps. Aujourd'hui, avec les techniques de préfabrication et l'avancement des techniques d'usinage, on est rendu à une industrie de personnalisation de masse. Donc, c'est une autre tendance qui est venue où on a des modèles de base, mais qu'il y a des personnalisations qui sont faites. Donc, la plupart des manufacturiers vont personnaliser, adapter leur plan pour tenir compte de des critères des clients, vont faire des adaptations de choix de matériaux. Mais maintenant, ce qui a cours dans l'industrie de la préfabrication, c'est vraiment l'ingénierie de la préfabrication où il y a des projets qui sont construits entièrement sur mesure, des projets que de l'extérieur, on dirait c'est pas de la maison usinée, c'est pas de la grosse maison. Il y a beaucoup la maison Kinsman dans la région de Québec qui était une grande maison, une maison très haut de gamme qui était construite dans le stationnement d'un centre commercial. Les gens visitaient et c'était wow, la maison très luxueuse, mais c'était en réalité une maison préfabriquée modulaire. Donc, il y a de plus en plus de bâtiments, on parle de multilogements qui sont préfabriqués en modules. Ça permet d'atteindre, vous voyez, des toits cathédrales, vraiment des superficies, une volumétrie vraiment plus importante que ce qui était possible d'être fait dans les années 60, 70, 80, entre autres par l'avènement de tous les bois d'ingénierie, les matériaux de construction qui ont évolué au niveau structuraux, qui permettent de réaliser des projets de plus grande ampleur. Il y a ici même des bâtiments commerciaux comme une clinique médicale qui est réalisée avec une préfabrication ou même des bâtiments qui étaient traditionnellement construits en acier sont maintenant construits en bois. Ici, on voit la technique du panneau préfabriqué. Vous voyez les différentes techniques de
préfabrication, on retrouve trois principales catégories. La première sont les composantes structurales. Donc, c'est la méthode qui est maintenant considérée comme traditionnelle. Il n'y a plus vraiment d'entrepreneurs en construction qui se font livrer une palette de 2 par 6 pour faire leur mur sur le chantier, faire leur ferme de toit à plat. Donc, ils vont acheter des composantes préfabriquées, qui peut s'agir de fermes de toit, de poutrelles de plancher, des sections de plancher préfabriquées ou des poutrelles préfabriquées qui permettent l'installation sur le chantier plus efficacement. Même chose, les poutres et les colonnes, et parfois à ça peut s'ajouter des murs isolés ou non. La deuxième technique, qui est la maison en kit. Il y a de plus en plus de fabricants qui offrent la technique de maison en kit, même des entrepreneurs en construction, même des centres de rénovation qui offrent la maison en kit. Donc la maison en kit, c'est toutes les composantes structurales qu'on a vues précédemment, donc tout ce qu'on a besoin pour faire l'ossature de la maison, les fermes de toit, les poutrelles et les murs, mais on a aussi les matériaux pour construire la maison, compléter la maison. Donc, tout ça est livré au chantier par camion, par train ou par container. Donc, vous avez tous les matériaux pour faire le chantier, incluant la finition intérieure, le gyps, les portes, etc. C'est ni plus ni moins qu'un kit, qu'un kit à assembler. Donc, pour le client, il n'y a pas à se compliquer la tête à savoir est-ce que je commande assez de matériaux, est-ce que je vais en avoir assez, est-ce que c'est les bons matériaux qui fonctionnent ensemble. Toute la maison est là et la plupart des fabricants fournissent un support technique, des plans d'assemblage et du soutien pour permettre aux entrepreneurs ou même aux autoconstructeurs de réaliser des projets en kit. La troisième technique de préfabrication qui intègre de plus en plus de composantes préfabriquées, c'est la maison modulaire. Donc, vous comprendrez que une maison modulaire, donc ce sont des blocs, ce sont des boîtes structurales. Donc, traditionnellement, un bungalow d'un étage va avoir 2 modules, un cottage 2 étages va avoir 4 modules, donc 2 modules au rez-de-chaussée, 2 modules à l'étage qui vont être superposés. Et c'est une boîte structurale en soi à laquelle on rajoute aussi la plomberie, l'électricité, la ventilation. Donc, toutes les composantes mécaniques à l'intérieur, mais c'est aussi possible d'installer les armoires, d'installer les appareils de plomberie, etc. Donc, les modules sont beaucoup plus finis. Des travaux qui seraient faits normalement sur le chantier sont faits plus avancés. Et tout ça est livré par camion, par train ou par bateau sur le chantier. Il y a une question souvent qui persiste à savoir quelle technique est la moins chère? Est-ce qu'il y a une technique qui est moins dispendieuse entre les composantes? Ce qu'il faut comprendre, il faut décortiquer un peu le coût d'un projet de construction en fonction de ses différentes composantes. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, un projet dans des composantes, lorsqu'on achète uniquement des composantes structurales, on n'a que les murs, les poutres et les planchers, donc et les fermes de toit. Il reste encore, ce n'est pas parce que le coût de la soumission est moins cher, il reste encore de la plomberie, de l'électricité, des travaux, de la main-d'œuvre à rajouter. Donc, l'exercice suivant va vous permettre de comprendre sur un exemple fictif d'une maison d'un budget de 300 000 quelle est la proportion et la partie des coûts pour le budget. Donc, pour la partie de la maison de 300 000 vous voyez, les graphiques suivants vont vous aider à visualiser la proportion de coûts. Lorsqu'on parle d'une maison de 300 000, toute la première étape qui est le terrain et la planification, on parle d'environ un coût de 23%. Donc, on parle d'achat du terrain, de tests de sol, de plans, les assurances pour la construction, assurance responsabilité, les permis. Évidemment, c'est une moyenne. Il y a des terrains qui sont beaucoup moins dispendieux, parfois plus chers, mais c'est pour vous donner une idée de grandeur. Donc, environ 20 à 25% du coût de construction représente les coûts d'installation. Et le délai est très variable tout dépendant quand le temps pour faire les plans, avoir les permis, etc. La deuxième phase, c'est la partie infrastructure terrain. Donc, tout ce qui est excavation, l'entrée d'eau, les égouts, le drainage, la fondation, etc. C'est environ de 10 à 15% du coût
de construction. On parle d'environ 35 000 dans un terrain qui serait desservi par un réseau municipal. Dans le cas d'une alimentation en eau potable avec un puits, d'un champ d'épuration, etc., les coûts seront adaptés. Mais ça permet, c'est des travaux qui sont réalisés de façon générale environ de 1 à 2 semaines pour le projet de construction. Par la suite vient la partie ossature. Donc, toute la partie ferme de toit, poutrelle, les murs non isolés, les poutres et les colonnes. Donc, pour une maison, un projet d'environ 300 000, on calcule environ 5% du coût, donc environ 15 000 qui serait la soumission du fabricant de composants. Encore une fois, ça peut varier en fonction de l'ampleur de la maison. Est-ce que les pentes de toit, est-ce qu'on parle d'une maison avec mezzanine? Est-ce qu'il y a beaucoup de débords de toit, de corniches, de lucarnes, etc.? Est-ce que c'est une maison carrée où il y a plusieurs angles? Évidemment, c'est pour vous donner une idée d'ampleur. Donc, la partie structure de l'ossature, on parle d'environ 5% du coût de construction. La deuxième partie, la partie suivante, pardon, sont tous les matériaux. Donc, on parle d'environ un coût autour de 15% du coût de la construction de la maison, environ 45 000 qui est toute la partie matériaux. Évidemment, on n'a pas la main-d'œuvre, mais c'est les parties matériaux. Donc, l'isolation, les revêtements extérieurs, soffit, fascia, portes et fenêtres, escaliers, etc. Tout dépendant des choix qui sont faits. Mais grosso modo, c'est environ 15% du coût du projet total sont pour acheter des matériaux. Par la suite, on doit faire l'installation de ces matériaux-là, calculer la main-d'œuvre. Donc, toute l'installation de la structure, l'installation des matériaux qu'on a vus précédemment, la plomberie, l'électricité, la ventilation, les armoires, etc. Pour un projet de 300 000, on parle d'environ 30% du coût de construction. Donc, pour un projet de 300 000, qui donne environ 90 000 Donc, évidemment, les autoconstructeurs qui veulent économiser, c'est là qu'ils peuvent aller chercher le plus possible d'économie sur la partie installation des matériaux parce que c'est la main-d'œuvre. Donc, s'ils ne calculent pas leur temps, ils ne calculent pas la perte de temps et tout ça, ils peuvent faire eux-mêmes des économies intéressantes sur le projet. Mais il n'en demeurera pas moins qu'il va quand même devoir faire appel à des spécialistes pour ce qui est de la plomberie, d'électricité, qui sont des compétences préservées selon la régie du bâtiment. On parle d'environ 4 à 6 semaines pour réaliser ces travaux. Et finalement, les travaux de finition, la partie finale, donc les raccordements, le plâtrage, la peinture, les recouvrements de plancher, les moulures, décoration, terrassement de base. Souvent, c'est aussi à cette étape-là, on est à la fin du projet lorsqu'on a déjà dépassé plusieurs moments dans le projet, c'est là que ça peut en écoper, mais c'est aussi à cet endroit où il y a beaucoup de tant qu'à y être, donc on va mettre des luminaires de plus meilleure qualité ou de plus beau, plus design, la décoration. Souvent aussi, c'est le volet qui est oublié de la part des autoconstructeurs, les gens qui se construisent, que ce soit avec, qu'ils décident d'être autoconstructeurs eux-mêmes ou de faire contracter la maison dans une maison neuve. Il y a beaucoup de frais pour la décoration, les luminaires, les stars. Facilement dans une maison, on peut aller chercher de 1000 à 2000 dollars uniquement pour les stars pour la maison, etc. Donc, il y a beaucoup de petits détails qui sont oubliés et ça peut représenter environ 15% du coût de construction et prendre de 5 à 7 semaines, tout dépendant si c'est vous qui le faites ou si c'est l'entrepreneur qui le fait. Ce qu'il faut comprendre, le facteur coût, si on reprend notre exemple de notre maison de 300 000 sur les composantes structurales, donc quelqu'un qui va acheter uniquement les composantes structurales, ben ça représente environ uniquement 5% du coût. Donc c'est sûr que si on regarde uniquement la soumission, puis on compare la soumission des composantes structurales versus le panneau, la maison en kit, ben à ce moment-là, la soumission est moins chère, mais il y a moins de composantes à l'intérieur. Donc, alors que la maison en kit, on vient tenir compte de l'ossature, mais aussi de la partie matériaux. Encore une fois, il n'y a pas la main-d'œuvre. Et lorsqu'on parle d'un projet modulaire, bien évidemment, il y a de la main-d'œuvre qui est faite en usine, donc pour l'installation de tous ces matériaux-là. Donc, on a à la fois l'ossature, on a les matériaux et on a aussi la main-d'œuvre qui est faite. C'est ce qui fait en sorte que la soumission en modulaire est plus chère
qu'une soumission en panneau ou qu'une soumission en composante structurale. Pour récapituler, sur une maison d'environ 300 000 un projet en composante structurale, donc uniquement poutre, poutrelle, ferme de toit et murs non isolés, on parlerait d'un délai de livraison au chantier d'environ 2 à 3 semaines pour une facture globale d'environ 15 000 pour ce qui est d'une soumission en kit, pour la maison en kit. Donc, un délai de 4 à 6 semaines parce qu'on doit tenir compte, évidemment, de la commande des matériaux, la commande des portes et fenêtres qui prennent de 2 à 3 semaines uniquement pour les portes et fenêtres. Donc, la commande des matériaux, l'assemblage, le préassemblage en usine et la livraison au chantier. Donc, pour une maison de 300, un projet de 300 000 on parle d'environ une soumission en kit autour de 60-70 000 Et pour une maison modulaire, où on demande un délai de livraison autour de 6 à 8 semaines. On parle d'un projet, d'une soumission du manufacturier qui tournerait davantage autour de 150 000 donc tout près de 50% des coûts de construction. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a une soumission qui est plus chère que les autres, mais faut tout compter à l'intérieur de ça, la partie de la main-d'œuvre, les matériaux, etc. C'est ce qui permet de comprendre la totalité des coûts et de différencier les soumissions et les prix entre les techniques de structure, d'ossature, les techniques de maison en kit ou de maison modulaire. Ce qui vous permettrait, pour terminer, de vous aider à différencier la technique qui serait la meilleure pour réaliser votre projet. Évidemment, c'est un des critères à analyser et la tolérance aux imprévus. Donc, c'est important de comprendre, évidemment, dans un projet où vous devez gérer plus de sous-traitants, plus de livraison au chantier, il y a la possibilité d'avoir plus d'imprévus. Donc, si vous êtes très tolérant aux imprévus, vous opterez probablement pour une maison en kit ou une maison avec des composantes structurales, ce qui vous permettra de gérer vous-même votre chantier, vos différents intervenants et sous-traitants, et peut-être même de réaliser vous-même des travaux. Lorsque le délai et les imprévus est fixe et vous devez, par exemple, aménager dans votre nouvelle maison, ben vous allez opter davantage pour une technique modulaire ou une technique en kit et demander à l'entrepreneur de fournir un clé en main. Le choix de produits de style architectural est aussi important. Évidemment, plus le projet est complexe et plus le style architectural est élaboré, il peut en être coûteux de faire certaines fabrications en modules pour tout simplement éviter de devoir construire des structures temporaires pour permettre le transport des modules et une fois arrivés sur le chantier, que ces structures-là soient démantelées pour permettre l'installation de la maison. Donc, plus le style architectural est élaboré, on pourrait être tenté de choisir différentes techniques ou si on veut, évidemment, parce que la plupart des manufacturiers ont certains produits, donc il y a une standardisation des produits qui sont faits et qui sont installés en usine. Lorsqu'on veut des matériaux spéciaux, à ce moment-là, certains manufacturiers vont vous dire qu'il ne sera pas installé en usine, qu'ils vont être installés en chantier par vos sous-traitants. L'autre facteur important, c'est le délai disponible pour la planification et la construction. Donc, plus vous avez de temps et plus vous êtes pressé dans le délai, moins vous avez de temps, pardon, et plus vous êtes pressé dans la réalisation de votre projet, ben, vous allez opter pour une technique qui inclut le plus possible de préfabrication pour venir diminuer les imprévus qu'on parlait plus tôt, mais aussi s'assurer qu'on n'est pas impacté par les facteurs qui sont les aléas de la température, par exemple, ou des sous-traitants. Finalement, la compétence des ouvriers et la disponibilité de la sous-traitance locale n'est pas à négliger. Plus on est en région urbaine où il y a de plus en plus, il y a beaucoup d'entrepreneurs spécialisés. On peut avoir des entrepreneurs spécialisés uniquement en pose de gyps, par exemple, ou des entrepreneurs spécialisés uniquement en plastrage, en revêtement extérieur, un autre pour la couverture, la toiture, etc. Donc, c'est possible d'aller chercher des spécialistes qui peuvent faire des prix très intéressants
intéressant et qu'il y a de la disponibilité parce que c'est leur spécialité. Évidemment, lorsqu'on a peu de sous-traitance locale, on doit faire venir, par exemple, des ouvriers spécialisés de l'extérieur, donc on ne veut pas se retrouver à payer des frais d'hébergement et de pension pour ces ouvriers, ou ce sont le même entrepreneur, les mêmes ouvriers qui vont faire l'ensemble des travaux, donc qui sont peut-être moins à l'aise en fonction des différents corps de métier. Euh, la technique peut être utilisée, donc utiliser une technique modulaire où il y a plus d'éléments qui sont construits en usine versus un projet, donc en milieu urbain, les projets de maison en kit ou de projets avec composantes structurales sont intéressantes. Compte tenu de la grande disponibilité de sous-traitance, c'est possible pour vous d'avoir plusieurs soumissions, de pouvoir arriver à un prix de revient très intéressant parce que vous pouvez mettre en compétition les sous-traitants locaux. Alors que en région plus éloignée, c'est pas pour rien aussi que la technique pendulaire est privilégiée dans les constructions nordiques parce que tous les ouvriers doivent être déplacés, mobilisés pour aller sur le chantier. Donc, on veut limiter le plus possible le chantier et limiter le nombre d'intervenants qui doivent intervenir sur le chantier. Donc, à ce moment-là, ils vont préférer des projets avec une construction modulaire. Mais tout ça sont des différents facteurs pour vous aider à différencier et choisir la bonne technique de préfabrication pour votre projet résidentiel.